doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso, il y a l'élu Ezali édition spéciale Oyo Lelo Tokolak Sabino briefing Oyo Elekaki jeudi dernier, Boyebi briefing, Ezali création, il y a ministre de la communication, ou Ezali porte-parole, il y a gouvernement, donc à Benga Angopé, donc redevabilité, Ezali vraiment, donc ministre, Konjamboka, bazali redevable na peuple yangwana donc bayaka wana babenga bango soki kambezali babengi mutu azali concerné ayewana donc a expliquer masolo oyo babengeli wana à répondre pe na ba question ya ba journaliste bazalaka wana donc sans filtrage ba question zoya na marque moko boye donc ko ndimate ezali preuve ya démocratie au président de la République a Tina Mboka oyo vraiment que ezali ko lakisa donc Mboka na biso ezali ndenge o ezalaki te na era prédécesseur na ye Kabila ye penza zo lakisa vraiment que liberté ezali parce que vraiment ce que ezali démocratie te biloko ndenge wana esalama kalate esalamika asiko donc cette fois-ci pour na briefing auto lakisa bino ezali ministre enseignement supérieur donc Moindo Nzangi ye mutayaki wana parce que bato belé balobaka Félix Antoine Tshisekedi atongi ba université te asali loko te boko mona na kati bino moko boko mona eloko nini président de la République a sali pona ba universitaire ya mboka na biso boyebi inikini etala ndenge komaki etandenge komaki lelo komi vraiment inikini soko zakuna oko envier te donc ba université ba mboka mususu donc komi botalika ke francophonie bato balala kuna donc koma neti na mikili bandeko ya monde entier bandeko ya Congo yaya tala esika bana na biso bandeko na biso bayaya baleki na biso babandaki koyekola ezaki poubelle ezaki fulu bino mobotala homme ya ba étudiant lokwa poubelle sola masuba okoko supporter te esika ba étudiant baotanga na inikine université ebeba mais quand Moïse aïe abeti nzete Moïse yeyo Fati Beton Fati azana souci ya avenir ya peuple congolais ba étudier batanga na condition ya malamu botala sikoyo ndenge ba homme ya ba étudier komi boke ba étudier bazi Pema, Bazi, souffle, yaya, Fati Beton, Asuki kana obongisa, kobongisa la ba étudier place à otangate, yaya, abakisi ali bango lisusu, transport, ba bis, ya luxe, climatisé, yaya tika tembe, Fati Beton, azo sala musala, Congo, oye, botuna ngulu. Bajalou. Donc neti na mikile suka akuna te na UPNP bazali ko sala partout et puis misusu boko découvrir yango na kati ya briefing tozali ko lakisa bino po batuba mona po ba misusu bazo kansa président de la République azo tongelo côté yango wana pe lelo pe beaucoup mona pe na émission na biso ya ba réalisation ya président Fachi donc tokotia la bino pe beaucoup mona ba réalisation bino moko na kati ya briefing yo beaucoup mona peza donc ministre ya enseignement supérieur ayebi ministère na ye donc beaucoup mona ndenge azali ko expliquer na esengo ndira zo pesa cours ya wana epsa bino ke beaucoup mona ka jamais ministre oyo chargé ya handicapé mama na biso wana aya na be mission boy na epsa ke bino ke mandat ti ezosila tozo banda ba élection akoyaka te parce qu'azali incapable à expliquer ma campagne à sali na ba projet na nini donc azali ministre moko incompétente
ministre chargé ya handicapé mama wana donc azali mutu oyo penza tozali ko senga penza na président de la République donc na gouvernement oyo ya na deuxième mandat na azongate parce que ayebi eloko moko te pe asala eloko moko te po na bandicapé bokomona ka différence bomona gilo ndombo tango aleka na briefing bomona ndenga pesa ku ndenga niata babiloko bomona marque kila makambo salaki bozomona donc bokomona donc bino moko moindo nzangi ndenga zali ko expliquer po bo comprendre que ministre azo maîtriser ministère na donc vraiment to tiki bino bolanda bino moko oyeleka ki kuna na explication bokomona ba université au président de la République a tongi donc ezali somoto et puis a répondre na ba question nyo surtout sans en esquiver aucune il y a ba journaliste bazali sur place donc restez connectés sur Equilibre Original, on revient tout de suite. Redevabilité, ainsi que je l'avais annoncé les derniers jours, je vous avais dit que nous en aurons de manière régulière parce qu'il est question de faire dans la droite ligne de ce que nous avons commencé le point des projets de réforme que nous avons engagés depuis la prise des fonctions du Premier ministre Jean-Michel Tamaloukonde Kyenge, mais aussi bien avant, de ce qui a été accompli sous la direction du président de la République, chef de l'État, les docteurs, qui aura l'occasion de nous faire le point des immenses réformes qui ont commencé dans ce secteur et de la fondation, des fondations qui ont été placées parce que pour la première fois, vous répondez toujours présent. Et ce soir particulièrement, nous voulons que vous puissiez nous brosser le moins différentes réformes que vous avez initiées durant ces 2 années à la tête du ministère. Et puis juste après, nous aurons les questions des professionnels de médias qui sont ici rassemblés. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Vous permettez au ministre d'être redevable avec le peuple congolais. Et je vais profiter de l'occasion, comme vous me l'avez donné, de féliciter les nous permettre maintenant d'élever les murs et d'avoir un Congo construit et Congo émergent. Je voudrais commencer mon intervention en vous disant que lorsque nous avons nous avons été nommés par le président de la République pour pouvoir y arriver. La première chose, c'était la réforme. La deuxième chose, la numérisation. La troisième chose, c'est la lutte contre les antivaleurs. Nous avons dit que nous allons passer les infrastructures et enfin les conditions de vie des enseignants et des étudiants. Pour ce qui concerne la réforme, nous avons organisé des états généraux de l'enseignement supérieur universitaire à Lubumbashi. Vous savez, les gens attendaient par les états généraux. Et on a organisé à plusieurs reprises les états généraux de la République démocratique du Congo, mais les gens disent voilà, ça se passe et puis il n'y a pas d'effet. Mais pour nous, ces états généraux nous ont permis d'avoir un cap, de négocier avec toutes les parties prenantes de l'enseignement supérieur universitaire
la manière dont nous allons faire aboutir les réformes. Et je rappelle que l'université congolaise a été créée en 1954 et de 1954 à 1971, nous avions pratiquement le programme belge. Donc nous étions alignés. De 1971 à 1981, il y a eu une réforme qui était beaucoup plus structurelle, notamment qui passait par la création de l'UNASA. Et des programmes ont connu de faibles modifications par l'insertion de l'enseignement supérieur universitaire, notamment des questions qui se cadraient avec l'africanisation et la nationalisation. De 1981 à 1992, il y a eu d'autres réformes structurelles, notamment marquées par la création des conseils d'administration et la libéralisation de l'enseignement supérieur universitaire par la création des universités privées. En 1996, il y a eu la tenue des premiers états généraux de l'éducation. Et il y a eu la table ronde des universités en 2003-2004 qui a abouti à ce qu'on a appelé la mini-réforme du programme qu'on appelle le PADEM, une réforme inachevée et qui n'a jamais été évaluée. C'est donc en réalité à partir de 2014 que la loi cadre de l'enseignement national a été votée et a institué le système LMD. Depuis 2014 jusqu'à 2021, notre loi avait déclassé l'ancien système pour la création du LMD, mais il a fallu l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il a fait des voyages à l'extérieur du pays, qu'il a été en contact avec les étudiants congolais qui sont à l'extérieur, qui nous a demandé de faire aboutir cette réforme pour que nous puissions avoir les mêmes programmes que les universités du monde. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes lancés à la mise en œuvre de ces LMD. Et pour la première fois, nous avons convoqué plus de 400 professeurs qui se sont réunis pour réformer notre programme d'enseignement. À commencer par établir les profils, notamment en termes de métiers, ce qu'on appelle les référentiels des métiers. Poser la question, en fait, c'est poser la question de savoir quels sont les métiers en République démocratique du Congo qui ont besoin des universitaires. Puisqu'on ne forme pas les gens pour rien, on ne forme pas les gens pour qu'ils deviennent des chômeurs, on forme les gens par rapport aux métiers existants. Et donc, ils ont élaboré les premiers documents qui s'appellent les référentiels des métiers que nous avons mis à la disposition des universités. Et puis après, sur base de cela, ils ont établi les compétences qu'il faut pour exercer ces métiers qui les ont permis d'élaborer ce qu'on appelle les maquettes de formation. Nous avons maintenant, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, un nouveau programme d'enseignement. Un programme qui rend notre enseignement lisible et visible et qui nous permet, en finissant en République démocratique du Congo, d'avoir une mobilité des enseignants et des étudiants. Lorsqu'ils vont à l'extérieur, ils ne seront plus intimidés. Donc, nous avons mis en place des secrétariats chargés de la recherche dans les universités. C'est là pour permettre à nos universités de remettre la recherche au centre de nos universités, puisque nous avions presque déjà oublié cela. Et puis, nous avons accompagné cette réforme par la mise en place du cadre normatif, du cadre législatif, du cadre réglementaire. Nous avons, à notre initiative, nous avons déposé le décret portant organisation et fonctionnement du LMD a été signé. L'arrêté organisant le 3e cycle, puisque comme vous le savez, tout a été chamboulé. L'arrêté concernant les assistants, nous avons dû signer notre document, notamment des arrêtés relatifs aux évaluations et l'arrêté concernant les normes, notamment ce qu'on a appelé avant les cadres normatifs. Alors, les discussions sont en cours et je crois que demain, on va devoir adopter à Conseil des ministres les décrets relatifs aux appellations des grades académiques, puisque tout a changé. Et je voudrais vous dire, à terme d'aboutissement, qu'aujourd'hui, l'année académique 2023-2024, ça sera la fin de ce que vous appeliez avant les diplômes de graduats. Ce diplôme va disparaître l'année prochaine. Parce que la réforme que nous avons installée
instituer diplôme de licence après 3 ans à l'université. Et donc, à partir de l'année prochaine, tous nos jeunes qui sont à LMD, qui sont d'ailleurs fiers d'être appelés LE-LMD, LD-LMD, L3-LMD, vont devoir recevoir des diplômes de licence après 3 ans. Donc voilà un peu les premiers points de l'aboutissement de la réforme. Je voudrais donc vous rappeler que depuis 1954, la création de l'université congolaise, c'est la première fois qu'on a une réforme méthodique, systématique et qui aboutit. Et donc, le gouvernement des Warriors a mis la fondation. Et nous avons dit que nous avons 5 ans pour achever cette réforme. On sait qu'on a beaucoup de défis, puisqu'on a eu beaucoup de critiques déjà qui ont dit vous avez encore des préalables que vous n'avez pas encore réalisés. Nous avons dit, pour commencer, il faut commencer. Et nous avons commencé. Nous avons donc 5 ans pour stabiliser cette réforme si importante qui permet cette fois-ci à nos étudiants, lorsqu'ils vont à l'université, ce n'est pas pour aller avoir un diplôme. Puisqu'il y en a qui ont des diplômes et qui ne savent pas comment les utiliser, c'est pour aller acquérir des compétences. Et on insiste beaucoup sur la professionnalisation de l'enseignement dans ce système-là. Le deuxième axe, c'est la numérisation ou la digitalisation de notre enseignement. Nous sommes restés parmi les pays qui sont encore un peu en arrière par rapport à l'introduction de nouvelles technologies de l'information dans l'enseignement supérieur universitaire. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'au niveau de l'achèvement, puisque je voudrais bien parler des réalisations, nous avons mis en place un outil qu'on appelle Hop Solution. Si vous pouvez regarder les images, j'espère que la régie va devoir nous les faire. Nos universités maintenant possèdent des plateformes numériques qui nous permettent d'avoir un portail comme celui que vous voyez aux écrans là, où l'IEC, nous sommes capables de vous dire qu'aujourd'hui nous avons 29 000 étudiants et tout le monde peut les voir de loin. Et celui qui veut avoir les notes, celui qui veut payer, celui qui veut... Nous sommes informés de tout ce qui se passe puisque les étudiants, par exemple aujourd'hui à l'IEC, ils ont réalisé 71 000 $ américains de frais payés par les étudiants. Nous sommes informés, l'établissement est informé parce que tout a été digitalisé. De telle sorte que lorsque vous posez aujourd'hui la question aux universités pour savoir vous avez combien d'étudiants, nous ne pouvons plus tâtonner parce que nous avons introduit les nouvelles technologies de l'information dans notre façon de gérer. Et donc là, vous avez toutes les informations qui concernent les étudiants, les informations concernant l'administration de l'enseignement supérieur, les informations concernant les services académiques. Les étudiants peuvent faire des réclamations ou des recours par l'outil digital. Et vous voyez là-bas, on a 14 universités de Kinshasa qui sont intégrées. Nous avons le nombre d'étudiants qui sont là et le nombre de transactions financières qui passent de telle sorte que ça soit transparent. Tout le monde est informé de ce qui se passe. Et ça nous permet, en tant que ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Les gens croyaient que c'était impossible de le faire, mais nous l'avons fait parce que nous devons améliorer notre système d'enseignement. Nous avons créé une bibliothèque numérique nationale. Et nous nous sommes abonnés à des bibliothèques au niveau de l'extérieur pour permettre à nos étudiants, à travers une carte SIM que nous avons appelée carte SIM Academia, de pouvoir accéder sans frais aux ressources pédagogiques du monde. Donc aujourd'hui, certains étudiants nous disent que nous n'avons pas de smartphone. Nous avons fait des vidéos comme celle que vous voyez là-bas, qui vous permet à chaque étudiant de suivre ces étapes et d'accéder à des bibliothèques que vous n'avez pas besoin d'avoir des bibliothèques physiques. Avec cette bibliothèque numérique, vous accédez à toutes les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir faire vos recherches, pour pouvoir faire vos travaux, et ainsi de suite. Cela montre que nous ne sommes pas dans une réforme des pacotiles, comme on peut le dire. Nous sommes dans une vraie réforme. Pas seulement que nous avons changé le programme, mais nous faisons accéder les étudiants à des bibliothèques. Par exemple, ceux qui sont à droit, vous pouvez voir tout ce qu'il y a comme documents de droit, même les plus récents. Nous avons pris des abonnements, par exemple, chez l'Armata, pour que toutes les publications qui sont là-bas soient disponibles à tous les étudiants et gratuitement. Tous ceux qui ont reçu des cartes SIM Academia que nous distribuons à travers le pays. Et
Nous avons aussi, pour tous les acadiens, ils peuvent accéder à BNN CD, qui est la bibliothèque numérique nationale, et Attaque étudiant, vous pouvez le faire. Et puis, nous avons réformé les diplômes. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous qui ont étudié dans les universités et qui depuis très longtemps n'ont pas eu la possibilité d'avoir des diplômes. Ou même ceux qui obtiennent des diplômes, lorsqu'ils vont à l'extérieur, ces diplômes-là ne sont pas lisibles, puisqu'ils sont restés des diplômes archaïques qui sont écrits par la main. Donc nous avons révolutionné les diplômes en mettant en place un diplôme qui est semi-numérique, qui vous permet, lorsque vous allez à l'extérieur, l'université qui vous reçoit à l'extérieur ou l'employeur qui vous reçoit, il a accès directement à notre site pour savoir si oui ou non vous avez obtenu le diplôme en République démocratique du Congo. Voilà donc les nouveaux types de diplômes que nous avons faits. Et cette année, nous avons donné à tous ceux qui n'ont pas eu de diplôme avant. Je sais que c'était d'entre ceux qui nous suivent, qui n'ont pas eu de diplôme, ils ont la possibilité aujourd'hui de passer à leurs universités et d'obtenir, moyennant seulement les petits frais d'impression, les diplômes qu'ils ont reçus, alors qu'avant, ce n'était pas facile. Donc tout cela, c'est pour vous dire que nous sommes venus avec, comme mon ami aime bien le dire, un changement de narratif. On ne veut pas seulement vous parler des choses, mais on veut que vous puissiez voir exactement ce que nous faisons comme action. Nous disons, nous faisons. Nous disons et nous faisons. Donc, pour ce qui concerne la lutte contre les antivaleurs, vous aviez suivi que nous avions interdit tous les actes porteurs d'antivaleurs au niveau des universités. Par exemple, ce qui a été beaucoup à la une, c'est l'interdiction de la vente des syllabus. Nous avons interdit aux enseignants de pouvoir garder cette relation commerciale avec les étudiants, avec toutes les antivaleurs qui allaient avec. C'est-à-dire que lorsqu'un enseignant vient, il vous dit, voilà, si vous achetez, et je crois que c'était l'exemple que je donne toujours, quand je suis arrivé un jour à l'IEC, et que je suis entré dans un auditoire, j'ai trouvé un enseignant au coin, il avait dit, voilà, celui qui a acheté les syllabus est à $20, celui qui l'a acheté, il a déjà 50% de notes, de points, donc celui qui ne l'a pas acheté, il a 0. Tout ça pour inciter les gens à acheter les syllabus. Et donc, lorsque vous avez acheté les syllabus, vous n'avez plus besoin de les lire puisque vous avez déjà 50%. Vous avez donc satisfait à ces cours-là. Et c'est pour cela que nous avons annulé tout cela pour les interdire, permettre aux étudiants de pouvoir le faire. Nous avons interdit le monnayage des travaux pratiques, le monnayage des examens, et les points sexuellement transmissibles. Nous avons sanctionné pour qu'effectivement nous puissions arriver à mettre fin aux antivaleurs qui y régnaient dans nos universités. Le point qui suit, sont les infrastructures. Et là, je crois que la dernière fois, quand j'étais ici, on parlait des sujets qui étaient très délicats lorsque les gens disaient, voilà, les ministres, Boujimaï, il a promis qu'il allait construire l'université, ils ont détourné 42 millions ou autant d'argent. Nous avons dit aux Congolais, donnez-nous seulement les yeux. Le président Antoine Félix Tshisekedi, il nous a donné mission de pouvoir construire des universités. Et aujourd'hui, qu'on n'a pas construit depuis combien d'années? Je voudrais que vous puissiez voir, puisque nous, quand on parle, on dit qu'il parle trop. Je voudrais que vous puissiez voir ce qui a été fait à moins de 2 ans, ce qui a été fait, ce que le président a demandé de faire. Ce que vous voyez là, ça c'est l'INBTP Kinshasa, que nous sommes en train de remodeler complètement. Ça c'est de nouveaux auditoires, ça c'est de nouveaux hommes qu'on a construit de zéro et les étudiants vont loger là-bas dans de bonnes conditions. Même l'ancien homme là de l'IBTP qui faisait des bruits, nous l'avons complètement construit et ça c'est l'IPEN. Ça c'est le petit, nous aimons bien l'appeler petit palais du peuple, les étudiants l'appellent. Un grand auditoire qui a été construit. C'est une grande bâtisse, hein, avec 28 auditoires modernes, complètement équipés, où les étudiants ne vont pas en fait habiller ce qu'il faut en Europe, parce que dans ce bâtiment que vous voyez là, il y a la qualité. Le président a exigé que nous puissions y mettre toutes les conditions nécessaires pour permettre aux étudiants de pouvoir les faire dans les conditions optimales. Et ça, c'est du béton. La fondation. Vous voyez à l'intérieur d'un auditoire, il y a 28 auditoires de ce type-là, et c'est du béton. C'est du vrai béton. Et complètement occupé avec, à l'intérieur,
une grande bibliothèque dans la cave. Et donc, on vous en parle et on va continuer. Je voudrais, voilà, ça c'est Bujimaï, l'université officielle de Bujimaï. Les gens qui avaient dit que voilà, le ministre a bouffé de l'argent, l'université n'est pas construite, on vous a dit, soyez calme. Les bonnes choses viendront. Est-ce que vous avez déjà vu dans ces pays des infrastructures universitaires faites? Mobutu ne l'a pas fait, Kasavubu ne l'a pas fait, Kabila n'a même pas osé le faire, Tshisekedi est venu le faire. Ça, c'est Kananga. Ce que vous voyez là, c'est l'université de Kananga, qui est en train d'être construite, auditoire, homme, tout ce qui peut être fait. Vous voyez, et personne ne l'a fait. C'est ça le bilan. On vous avait dit qu'on viendra vous présenter le bilan, et le bilan, il est concret. Nous n'avons pas voulu venir ici vous raconter des choses, nous avons voulu que vous puissiez voir ce qui se passe sur le terrain, parce qu'on est en train de construire et on va continuer à construire. Je voudrais que vous puissiez aussi voir et apprécier ce qu'on fait à Bunia. Parce qu'il n'y a pas que Bujimaï, il n'y a pas que Kananga. Il y a Bunia aussi. Ça, c'est l'université de Bunia qui est en train d'être construite. C'est des gros bâtiments, des hommes, des auditoires pour permettre aux gens de voir. Et enfin, ce que vous allez voir là, c'est l'université de Kolwezi. La grande université de Kolwezi. Je voudrais donner une note spéciale, puisque pour ce qui concerne les autres universités, le président de la République a dit « je vais le faire moi-même ». Mais pour Kolwezi, la dame de fer qui est là-bas a dit « non, vous ne pouvez pas le faire ailleurs, ne pas le faire à Kolwezi. Moi, vous venez faire la même chose que vous faites ailleurs, mais je vais financer. » C'est elle-même qui finance ça, la gouverneure de l'Oualaba. Tout dedans. Et à côté, vous allez voir, là on est à Kolwezi, des cliniques universitaires modernes. Nous y étions avec le président et on n'a pas eu le temps de tout visiter justement. Puisqu'effectivement, comme je n'étais pas avec vous, vous n'avez pas eu le temps de visiter les universités. Mais je voudrais vous dire que prochainement, quand vous passerez par là, allez jeter un coup d'œil à ce bijou qui est en train d'être construit. Ça, c'est dans le cadre de ce de vastes programmes de mettre en place, de donner aux étudiants des infrastructures modernes, des infrastructures de qualité, pour que nos étudiants ne soient pas dépaysés lorsqu'ils vont à l'extérieur et qu'ils voient des choses qu'ils n'ont jamais vues dans leur pays. Et ça, c'était cadeau signé Fatih Béton. Parce que je voudrais bien vous le dire, que depuis les Belges, on n'a pas construit des universités. Nous, on ne fait pas de référence depuis Mobutu ou depuis Kabila. Non. Nous, quand on fait des références, puisque c'est la fondation, depuis les Belges. Donc, c'est depuis les Belges qu'aujourd'hui, maintenant, nous avons des choses qui sont construites et vous avez vu les images. Et ce programme va continuer. Puisque dans la deuxième phase, le président nous a demandé de pouvoir le faire aussi à Goma. On va faire à Bukavu. On va faire à Kikwit. On va remodeler l'université de Lubumbashi. On va faire l'université de Mbandaka et je voudrais vous dire, ceux qui veulent bien m'accompagner, que dans les 2 semaines ici, nous allons lancer les travaux pour l'université de Mbandaka et l'Institut supérieur de commerce de Matadi. C'est la deuxième phase, mais l'objectif pour des présidents, c'est d'avoir au chef-lieu de chaque province une grande université construite dans les normes, avec des hommes, avec des laboratoires, avec des auditoires, et tout cela complètement équipé. Mais en dehors de ce projet-là, les universités, on les construit partout. Parce que nous avons demandé aux universités de gérer rationnellement les ressources. Et donc, en dehors de ça, j'allais oublier aussi, j'oublie, les étudiants de l'INIKI, ils vont dire, mais monsieur le ministre, pourquoi tu nous as oubliés? Nous avons remodelé les hommes de l'université de Kinshasa. Et donc, pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'aller visiter les hommes de Kinshasa, voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que vous pouvez envier l'Europe avec ça? Des chambres qui sont devenues pratiquement comme des chambres d'hôtel, avec des salles de douche à chaque chambre et de l'eau chaude. C'est pour vous dire que quand on les fait bien. On les fait très bien, tellement bien que c'est vraiment du béton. Et donc, les images que vous voyez là, ce sont les hommes de l'université de Kinshasa. Les images que vous aviez vues depuis trop longtemps, de voir des hommes très sales comme c'était là,
ça c'est fini. Maintenant, vous avez des hommes complètement remodelés et nous sommes en train de loger. D'ailleurs, je voudrais profiter de cette occasion pour les étudiants de visiter les sites Ndakonakamba, ils savent ce que ça veut dire, puisque nous avons donné la gestion de ces hommes à une entreprise privée. Le changement de narratif, c'est aussi celui-là. Il ne faut pas que demain, on se retrouve encore 2 ans après avec des bâtiments complètement dégradés. Nous avons mis une entreprise privée qui va gérer avec une sécurité permanente, des caméras partout. Nous avons dit qu'ils vont avoir déjà, qu'il faut la propriété chaque jour de ces bâtiments et à la fin de chaque année, toutes les salles sont encore remodelées. Ça, c'est pour nous permettre d'avoir cette fois-ci des infrastructures que nous saurons maintenir puisque la maintenance nous pose toujours défaut. Alors, en dehors de ça, si vous arrivez à l'université de Kalemi, vous allez trouver de nouveaux bâtiments. À l'université de Goma, c'est d'ailleurs l'exemple de construction de grande envergure, et avec les frais des étudiants qu'ils payaient depuis trop longtemps. Mais c'est de l'argent que les gens ne savaient pas ça partait où. Aujourd'hui, nous avons, vous voyez comment l'Inigome est devenu un bijou, alors qu'on l'appelait avant Kinyumba. Voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Et les gens sont très fiers de tous ces bâtiments. À l'université de Goma, à l'ISC Goma, à l'ISTA Goma, à l'université de Lodja au Sanguru, à l'ISPT Likasi, à l'ISS Lubumbashi, à l'ISC Lubumbashi, à l'INILU. On a fait une clôture impressionnante sur tous les bâtiments de 6 km pour l'université de Kolwezi, l'ISTEM Kolwezi dans le Lualaba, l'université Notre-Dame de Kassai, l'ISTEM Kananga, l'ISES Kananga, l'université officielle de Bukavu, l'ISP Bukavu, l'ISTEM Bukavu. Politique pour dire à tous les chefs d'établissement qu'il est maintenant inadmissible que les étudiants payent de l'argent pour construire des universités et qu'il n'y ait pas de construction. Donc je vais boucler ce chapitre d'infrastructure pour vous dire que notre réforme, le LMD, a des exigences. Et pour répondre à ces exigences, nous avons mis la barre très haute. Le président de la République, il met beaucoup de moyens pour que nous puissions construire des universités. Et ça s'est construit partout. Je n'ai pas voulu venir avec les paroles, je suis venu avec des vidéos pour que la population congolaise puisse se rendre compte que partout dans les pays, nous sommes en train de construire. Et je vais finir par l'amélioration des conditions des enseignants. Je voudrais vous dire que depuis 2 ans et demi, et je voulais bien calculer, mais je ne donnerai pas de chiffres pour ne pas faire les chiffres. Les enseignants, dans le cadre de ce que nous avons eu comme accord à Bibois avec nos syndicats, nous avons répondu à 50%, une augmentation de 50% pour ce qui concerne les professeurs d'université. Et nous sommes engagés à aller à 100%, puisque c'est ça l'engagement que nous avons pris avec les professeurs d'université. Pour ce qui concerne les chefs de travaux qui sont ici et les assistants, l'augmentation est de l'ordre de 87%. Depuis que nous avons pris les rênes de ce ministère, jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui ont quitté de 580 000 francs à 960 000 francs congolais. Et c'est notable, parce que, vous savez... 380 000 francs de plus. Ah oui, voilà. Voilà, il y a quelqu'un qui sait bien faire les mathématiques à côté de moi. J'ai fait les maths. Alors, pour ce qui concerne la mobilité des enseignants, vous avez suivi que grâce au chef d'État qui nous a demandé de le faire pour honorer nos professeurs d'université, nous avons commencé la distribution des véhicules aux professeurs d'université puisqu'ils les méritent. Et donc, nous avons fait à Kinshasa, là c'est à Goma, nous avons fait à Lubumbashi, on a fait à Kisangani, ça c'est Bukavu, pour vous dire que
nous n'avons pas seulement tenu compte des professeurs de Kinshasa, ça c'est Lubumbashi. Et nous allons le faire à Kananga, les véhicules sont en route pour des raisons de trajet. On va le faire à Bujimaï, à l'intérieur des provinces. Et nous allons continuer la distribution de ces engins aux professeurs d'université pour améliorer la qualité de l'enseignement, améliorer les conditions de vie des enseignants parce qu'ils les méritent. Ils ont travaillé dans des conditions les plus difficiles, ils ont accepté de prendre des sacrifices, ils les méritent. Rapidement, et puis, pour les étudiants. Très rapidement pour les étudiants, Trace Academia. Le ministre du Transport qui était ici il y a quelques jours a dit qu'en Afrique, c'est la première fois qu'il y a une société de transport destinée strictement aux étudiants. Trace Academia. Et je me souviens, c'est le premier dossier que j'ai porté au Conseil des ministres, juste après ma nomination. Le premier Conseil des ministres que nous avons eu, j'ai porté le dossier de Trace Academia. Je suis très content, je vais féliciter beaucoup mon collègue Chéribe Okende Péasonam avec lequel nous avons conduit ce programme. Aujourd'hui, nous avons des bus pour les étudiants. Et dans les prochains jours, nous allons acheminer, selon les documents que vous avez vu circuler, des bus dans toutes les provinces pour que tous les étudiants puissent voir que les étudiants, eux aussi, peuvent avoir leurs propres bus de transport qui sont donnés par l'État congolais. On n'a pas pris de foule à foule. Vous avez vu vous-même la qualité des bus que nous avons vus et les étudiants sont très contents d'avoir leurs propres moyens de transport pour les aider à pouvoir se déplacer. Donc, voilà un peu résumé ce que je peux vous dire à cet instant ici. Bien évidemment, je ne peux pas tout vous raconter, tout ce qu'on a fait à l'enseignement supérieur universitaire. La semaine prochaine, nous allons lancer à Kisangani, à Yangambi, à Begamisa, que nous avons choisi, puisque nous avons attendu la fin de l'année, la formation des étudiants pour la préparation militaire. Et ça, c'est un grand programme que les chefs de l'État soutiennent, puisque nous devons préparer nos réservistes. Et donc, on ne peut pas vous dire tout ce qu'on a. On a fait beaucoup de choses, mais là, on vous a donné l'essentiel de ce qui a été fait dans le cadre de la réforme, dans le cadre de la numérisation, dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs, dans le cadre des infrastructures et de l'amélioration des conditions d'études au sein des universités. Je crois que je vais m'arrêter là-bas pour permettre aux gens de pouvoir poser des questions. Monsieur le ministre, nous vous remercions pour cette présentation qui n'était pas exhaustive, mais qui résumait sur 5 axes l'action que vous avez portée. C'est illustratif justement de la volonté du président de la République d'investir d'abord dans l'homme. On a parlé des gratuités de l'enseignement, on parle de gratuité de la maternité. Là, c'est les volets enseignement supérieur, parce que nous devons nous assurer que nos citoyens sont bien préparés pour relever les défis qu'impose la renaissance de la République démocratique du Congo ou sa refondation avec les efforts fournis au quotidien par le président Tshisekedi. On va commencer, et nous tous d'ailleurs, avec le Premier ministre Sama Lukonde et tous les gouvernements, nous allons commencer cette série de questions avec, j'espère, la Bunda. Je souhaiterais que les questions soient directes parce que nous devons gérer les 20 minutes qui nous restent pour que le ministre puisse, cette fois-là, de manière un peu résumée, donner des éclairages s'il y a des zones d'ombre. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'espère la Bunda Top a cédé. Monsieur le ministre, votre prestation a été illustrée par des images. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Mais je préfère mieux vous poser une question un peu à côté. Excellence, vous êtes ministre, mais aussi leader de l'espace Est. Les Wazalendo font reculer considérablement les M23. Quelle est votre appréciation? Waouh! Alors, je m'attendais de moins à une question sur les Wazalendo, d'autant plus qu'à Goma, on m'appelle Mzalendo Mkou. C'est-à-dire le plus grand Mzalendo. Mzalendo à Kiswahili signifie patriote. Je voudrais vous dire, chers Congolais... Donc nous tous ici, nous sommes des Bazalendo. Tous nous sommes des Bazalendo. Tout celui qui s'appelle patriote, c'est Mzalendo. Et moi, je suis Mzalendo aussi. Un grand Mzalendo. Je voudrais vous dire que, comme vous voulez avoir mon appréciation, moi, je suis très content. Le combat de réveil patriotique dans notre pays, nous l'avons mené, depuis que je suis député, je ne suis que dans ça, pour dire aux Congolais que ce pays ne sera pas éternellement défendu par les étrangers.
À chaque fois que je parlais avec les jeunes à Goma, à Butembo, à Beni, ils me disaient que non, est-ce qu'on ne peut pas nous amener Artemis II? Est-ce qu'on ne peut pas amener les Angolais? Est-ce qu'on ne peut pas amener... Je me dis, quand est-ce que nous, Congolais, nous comprendrons que les étrangers ne viendront jamais résoudre nos problèmes? Nous devons les résoudre nous-mêmes. Donc l'exemple de Ouazalendo aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour la RDC, je vois de Ouazalendo aussi en Israël, où le gouvernement israélien a fait appel à tous les juifs qui se trouvent dans le monde entier pour venir combattre les Hamas. On a vu les Ouazalendo en Ukraine, on a vu les Ouazalendo en Russie. Et donc moi, j'encourage le peuple congolais à pouvoir se prendre en charge. C'est même une obligation constitutionnelle, l'article 63 de la Constitution, qui demande à tout Congolais, a le devoir de défendre son pays lorsqu'il fait face à une attaque extérieure. Et donc, j'ai profité de ce moment pour remercier tous les jeunes. J'ai parmi les gens qui me sont proches dans mes bases à Goma, des étudiants, des motards, des médecins qui ont accepté de quitter leur confort pour aller défendre la nation congolaise. Et ils ont administré une correction de maîtres aux terroristes de M23 qui ont été chassés, et j'ai compté très bien, dans 30 villages. Aujourd'hui, ils n'occupent que 2 villages de la chefferie de Buito, Tongo et Buiza. Et je suis très sûr qu'avec la grande détermination de Ouazalendo, nous n'avons plus beaucoup de temps avant la fin de cette aventure. Donc je ne ferai que encourager le peuple congolais à se défendre. C'est un droit que nous avons à pouvoir nous défendre nous-mêmes. J'espère alors que nous allons... Je voudrais d'ailleurs m'excuser de le dire auprès du ministre. Je crois que les gens se posent la question, pourquoi ce moment? Ce qui manquait aux Congolais avant, c'était un leader, un chef. Un chef qui puisse dire aux Congolais, mobilisez-vous pour défendre votre pays. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il a dit, les Rwandais maintenant, arrêtez de blaguer avec nous. Je veux dire à Kiswahili, mchezo yenyu inaisha sasa. Et il a dit aux Congolais, mobilisez-vous pour défendre votre pays. Ce que je vais vous dire, les Congolais ont répondu à l'appel. Et ils se mobilisent. Et je voudrais que tous ceux qui ont répondu à l'appel comme lui, comme nous, puissent être des vrais Ouazalendo. Partout où nous sommes, dans les médias, lorsque nous devons défendre notre pays. Pas le critiquer. Partout où nous sommes, lorsque notre pays est attaqué, c'est ça le vrai Ouazalendo. Et je voudrais donc vous dire que maintenant que le pays a un chef, qui a une vision, et que les gens savent qu'à se battre pour leur pays, ils ont derrière un vrai Mouzalendo dans la tête du pays, ils vont bien se battre. Je crois qu'on va fermer ce chapitre. Qu'on parlait enseignement supérieur, c'était une parenthèse. Effectivement, Mouzalendo signifie patriote, parce qu'il faut éviter des connotations qui risquent de ne pas refléter l'esprit. Vous le disiez tout à l'heure, chers collègues, 40 000 compatriotes se sont enrôlés dans l'armée à l'appel du président de la République lancé le 3 novembre dernier. Et vous voyez que derrière nous, c'est défendant la patrie, Bendele Kouyaté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, derrière le président de la République, tous les Congolais, partout où ils se trouvent, sont mobilisés pour assurer la défense du territoire. Et en Swahili, patriote s'est traduit Ouazalendo, et il y en a dans la salle qui les sont. On va prendre les questions de M. Pichu Mulumba. Je souhaite que nous puissions ne plus revenir sur ces sujets, sinon on risque de ne plus beaucoup parler du bilan dans l'enseignement supérieur. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, vous avez constaté à l'issue des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire il y a une année, l'inadéquation entre la formation dispensée et les demandes du pays. Qu'est-ce qui a été fait entre-temps pour que ces caps changent dans un délai relativement court? Est-ce qu'il est prévu des actions d'orientation pédagogique pour pousser, par exemple, les étudiants vers des filières adaptées au développement? Excusez-moi, monsieur le porte-parole du gouvernement, de vous poser une question en lien avec l'actualité. Les sujets d'ailleurs fait jaser sur la toile. Il s'agit de l'affirmation de monsieur Olivier Kamitatou via un tweet, je cite,
le fameux programme de développement des 145 territoires qui fait la fierté du régime est un échec patent. Il précise sur 1210 écoles prévues, moins de 300 seront livrées. Sur 788 centres de santé, moins de 100. Pire, sur 38 000 km des routes des dessertes agricoles, rien. Ne parlons pas des autres composantes. Honteux naufrage, a-t-il écrit sur son compte X. Que dit votre gouvernement? Est-ce que Fachi béton, comme vous le dites, ces bétons ne posent-ils pas des problèmes de solidité? Ouf, Monsieur Pichou Moulumba. Je l'ai dit sur Top Congo il y a 2 jours, je crois. Moi, je voudrais que M. Kamitatou, je l'ai dit publiquement sur la télévision nationale, accepte de venir débattre. Au moins, il va quitter la périphérie parce que malheureusement, j'ai l'impression que c'est dans la périphérie qu'il préfère baigner. Ancien ministre du Plan, je pense qu'il devait avoir assez de réserve avant de s'exprimer sur un certain nombre de sujets. Il vous souviendra qu'en 2021 ou en début janvier 2022, nous avions tenu plusieurs réunions autour du président de la République parce qu'il fallait lancer ces programmes triennales de 145 territoires. Ici, avant de lancer ces programmes, et M. Kamitatou doit le savoir, que cela devait être précédé par des études. Parce qu'il fallait faire, je suis content de voir qu'il suit quand même ce que nous faisons, ça signifie qu'ils pourront, eux, le moment venu, construire un argumentaire contraire pour venir dire si les 145 territoires étaient bons ou pas. Et donc, aujourd'hui, nous avons pris le temps qu'il faut pour faire des études. Mais quelles sont les agences d'exécution du programme de 145 territoires? Je veux prendre un seul exemple. Je ne parlerai pas du CFF, je ne parlerai pas du BCECO, je parlerai du PNUD. J'étais dans la suite du Premier ministre à Tunis où nous avons rencontré la directrice régionale du PNUD, je pense bien, qui a dit au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, félicitations. Le programme que vous implémentez en République démocratique du Congo est nouveau, innovant, et il faut bien que d'autres pays en Afrique puissent vous copier. Parce que c'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays qu'en même temps, j'aurais bien voulu qu'il fasse des commentaires sur son territoire de Boulungu, et je souhaite que le moment venu, le jour où certains bâtiments administratifs seront prêts, qu'ils soient invités, parce que nous sommes, ce que nous faisons dans le cas de 145 territoires, nous ne les faisons pas pour nous. Nous les faisons pour la République démocratique du Congo. Et tous les programmes implémentés par les présidents de la République, et tels qu'expliqués par mon collègue Mouindo ici, nous ne les faisons pas pour la limite du mandat qui est les nôtres. Nous avons le sens de la République. Et donc, s'il est justement guidé par cet esprit républicain, je pense qu'il aurait pu, ce n'est pas les contacts qui lui manquent en tant qu'ancien ministre du Plan, contacter les PNUD pour demander aux PNUD quel est le niveau d'exécution du programme dans les volets des provinces qui les concernent, contacter le BCECO ou contacter les CFF. Je suis sûr qu'ils n'auraient pas refusé de lui donner des informations. La collègue du Plan, nous étions à Lubumbashi, d'ailleurs à l'inauguration de l'école primaire de Kasenga. Je ne voudrais pas aller dans la polémique, vous savez qui vient de Kasenga, mais nous ne parlerons pas de ça. Nous avions prévu de faire un briefing avec elle, mais elle a eu beaucoup de contraintes justement parce qu'elle allait superviser les projets dans plusieurs parties du pays où le projet s'exécute. À ce jour, il y a déjà 318 ouvrages qui ont été livrés à travers le pays, 318. Et d'ici la fin du mois de décembre, nous aurons les détails avec ma collègue du Plan, il y aura 800 ouvrages qui seront livrés. C'est un projet triennal et pour lequel nous ne comptons pas dire que ces programmes doivent se terminer avec la fin de notre mandat. Sûrement que politicien, c'est dans ces calculs qu'il est. Nous ne sommes pas dans un calcul politicien, nous sommes dans un calcul de fondation pour que nos territoires soient dotés des bâtiments administratifs, pour qu'à la base, il y ait des écoles, pour qu'à la base, il y ait des centres de santé. Et donc, parce que nous sommes bientôt en période de campagne électorale, qu'il lui plaise de venir débattre sur ces questions et les Congolais gagneront parce que nous aurons au moins ces jours-là une confrontation d'idées. Je présume qu'ils en ont des bonnes à partager. Voilà la réponse. Monsieur le ministre. Donc, une seule phrase, c'est vrai. Nous avons fait des diagnostics et nous avons dit que nous formions beaucoup de juristes qui finissent par devenir des motards parce qu'il n'y a pas assez de tribunaux ou de cabinets pour les encadrer. Nous formons assez d'économistes
ou des politologues qui ne savent même pas pourquoi ils ont été formés, alors que nous avons des mines qui recrutent des étrangers parce que nous n'avons pas de compétences dans les pays. Et donc nous avons entamé un vaste programme de réorientation académique qui, peut-être que j'aurai un autre temps pour venir vous le dévoiler. Par exemple, nous sommes en train de créer des écoles de mines dans tous les pays qui vont être financées par les fonds miniers pour permettre aux jeunes, à la plupart des jeunes, vraiment d'être orientés vers là. Et dans la grande réforme de l'MD, nous avons privilégié ce qu'on appelle des formations de courte durée qui amènent à l'obtention de CTSE, CTSD et BTS pour permettre aux étudiants, tout le monde ne doit pas faire 5 ans à l'université. Quelqu'un qui veut seulement conduire un tracteur n'a pas besoin de faire 5 ans à l'université. Quelqu'un qui veut devenir secrétaire d'un cabinet juridique n'a pas besoin de faire 5 ans à l'université. Il peut faire 2 ans, 1 année ou 6 mois et commencer à faire le travail. Et donc, nous avons créé ces CTSE, CTSD et BTS pour permettre aux gens d'avoir un grand programme, un vaste programme de réorientation académique et permettre aux jeunes qui finissent leur diplôme d'État d'être orientés vers des études qui les permettent d'être utiles directement à la nation. Donc, on va y arriver. Et d'ailleurs, je me souviens que lorsque nous étions là-bas avec le président de la République, nous sommes allés à Kamoa, où à la demande du président de la République, un centre d'excellence a été construit et qui va former les jeunes Congolais dans les métiers de mine. On va prendre la question de M. Jacques Moulouba. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous avez longuement épilogué sur les réalisations dans votre secteur. Coup de chapeau avec les images. Mais laissez-moi vous poser quelques questions. La première, c'est quand vous avez fait l'état des lieux des universités en République démocratique du Congo, certainement vous avez remarqué qu'il y a de ces universités et instituts supérieurs qui sont non viables. Qu'est-ce que vous en avez fait? Combien avez-vous fermé? Et qu'est-ce que vous avez prévu par rapport aux étudiants, s'il y en a, si vous aviez eu à fermer ces universités? La deuxième question, c'est en rapport avec les diplômes. La réforme, vous avez dit, vous avez décidé d'octroyer des diplômes aux anciens étudiants, moyennant $10. Vous n'avez pas cité le montant, mais nous avons été là, nous aussi, j'ai été concerné, nous avons payé $10. Mais depuis lors, silence total. À quand la délivrance des diplômes? On dit que s'il y a blocage, c'est au niveau de votre ministère. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes à quel établissement? IFASIC. Ex-ISTI. IFASIC, ok. Donc ce soir, le recteur de l'IFASIC, Kamba Ibouacha, je vais lui poser la question. Pourquoi il ne vous a pas donné votre diplôme? Parce que tout a été imprimé à l'IFASIC. Ou bien vous êtes allé là-bas voir s'il y a votre diplôme là-bas. Je crois que l'IFASIC, tout a été livré. Donc, passez encore là-bas demain pour voir si votre diplôme est là. S'il n'est pas là, vous allez me téléphoner. Alors, pour les universités non viables, effectivement, nous avons pris des mesures. Vous aviez suivi. Nous avions fermé 412. Nous avons fermé 412 établissements d'enseignement supérieur qui étaient non viables. Et vous aviez suivi que nous avons fermé une centaine de facultés de médecine non viables. C'est des décisions courageuses, mais nous croyons que l'insalubrité ne doit pas avoir sa place dans l'enseignement supérieur universitaire. Nous formons les cadres de demain, ils doivent être formés dans un très beau cadre. Bien évidemment, il y a une grande limite au Congo entre les viables et les non viables, parce que le secteur a été délaissé pendant trop longtemps, et que même parmi ceux que vous croyez être des grandes nous encourageons les chefs de travaux et les assistants à pouvoir avancer le 3e cycle pour nous permettre d'avoir la qualité de l'enseignement. Donc, nous avons fermé 412 qui étaient non viables et nous avons fermé une centaine de facultés de médecine non viables. Nous en venons au droit. Il y a une commission qui va devoir descendre dans les universités parce qu'il y a aussi de l'insalubrité aussi dans cette faculté de droit dans le pays. Quels sont les étudiants, justement?
Les étudiants, ils savent, ils ont reçu des directives. Nous avons demandé aux étudiants des établissements fermés de pouvoir être reçus par les établissements viables. Et ça a été fait. Et même les étudiants de médecine qui étaient dans les établissements non viables, nous leur avons demandé de rejoindre les établissements viables. Et il y a des établissements qui ont bien évidemment exigé un test avant d'admettre les étudiants qui venaient des établissements non viables, ce qui est valable. Donc, ce test leur a permis de faire un reclassement. Si un étudiant qui vient d'un endroit où on étudie la médecine, où au fait on enseigne la médecine seulement par des personnes, les médecins directeurs du coin et les médecins de l'hôpital, sont les deux seuls enseignants qui enseignent des G1 à D4. Donc, quelqu'un qui vient d'un établissement comme celui-là, lorsqu'il vient à l'INEKI, c'est normal qu'il soit soumis à un test pour savoir si réellement c'est un médecin qui peut être admis. Et donc, ce sont ce genre de tests pour lesquels ils ont été soumis. Et la question a été complètement réglée. Voilà, on va prendre les 3 dernières questions en série pour terminer. Madame Rachel Kitita, Monsieur Dadi Songozo et Monsieur Christophe Kabea. Et Liévin Lezolo. Comme ça, on va terminer. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, pour la parole. Monsieur, je reviendrai à vous pour une question d'actualité. Monsieur le ministre de l'ISU, je vous ai bien suivi. Vous avez dit qu'au début, quand vous preniez les fonctions, 5 missions, donc vous étiez assigné 5 missions, parmi lesquelles la lutte contre les antivaleurs dans les milieux universitaires. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour lutter contre ces antivaleurs? Est-ce qu'aujourd'hui ça porte les résultats? Parce que plusieurs personnes ne cessent, et même des étudiants d'aujourd'hui, de décrier la corruption qui gangrène le monde, le milieu universitaire en République démocratique du Congo. Parlons du système LMD aussi. On dit que ce système n'est pas adapté au système congolais, à la réalité du pays. Quel est aujourd'hui le bilan que vous faites de ce système LMD instauré en République démocratique du Congo? Une question d'actualité au porte-parole du gouvernement. Mon confrère a parlé d'un tweet. Moi, j'ai parlé également d'une autre personnalité qui a été il y a 2 jours invitée sur une télévision internationale qui est resté longtemps sur la question du processus électoral. C'est l'ancien président de la CENI. Quand il tient ces genres de propos pour dire pour lui à haute voix dans un grand média suivi qu'il n'y aura pas des élections en République démocratique du Congo pour des raisons qu'il avance, dans quel ordre vous placez son intervention sur France 24? Madame Rachel Kitita, ce qui est excessif et insignifiant, c'est la réponse. Prochaine question. Excellence, vous pouvez noter les questions et vous répondrez. Alors, sauf si vous pouvez répondre rapidement, allez-y. Non, je vais noter. Ok, merci. Allez-y. Une seule question. Monsieur le ministre de l'ISU, la loi cadre de l'enseignement de 2014, dans cette loi-là, il était prévu que les directeurs généraux, les recteurs des établissements publics de l'État soient élus par des professeurs ou par leur père, pour emprunter l'expression dans cette loi-là. Alors, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous citer un seul établissement où il y a eu des élections? Parce que nous constatons que ce sont des politiques qui continuent à être nommés pour être au service des politiques plutôt qu'au service des établissements. Merci. Merci, Monsieur Kabea. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Je m'appelle Kabea, comme vous l'avez dit, coordonnateur du site Congo Market TV. Ma question s'adresse au ministre de l'ISU. C'est par rapport au diplôme, à la mesure des diplômes. Alors, on veut savoir combien de diplômes ont été signés jusqu'à là et qu'est-ce qu'on peut retenir d'1 million de diplômes que vous avez trouvé dès votre prise de fonction. Merci. Merci. Dernière question, Monsieur Luzolo-Liévin. Merci beaucoup à Monsieur le ministre de l'ISU. Félicitations pour les bâtiments à réhabiliter. Mais nous ne voyons rien d'aménagement raisonnable en ce qui concerne les étudiants vivant avec handicap. On a vu les bâtiments avec des gradins
est-ce que vous voulez les rendre plus handicapés qu'ils les sont maintenant? La deuxième question, c'est par rapport à l'allègement des frais académiques de ces étudiants depuis les plaidoyers de la ministre déléguée lors des États généraux à Lubumbashi. Qu'en est-il à ce jour? Merci. Monsieur le ministre. Oui, je vais commencer par la dernière question tellement elle est intéressante. Merci beaucoup de me rappeler cet engagement que nous avons pris pendant les États généraux pour ce qui concerne les étudiants vivant avec handicap. Je voudrais que la prochaine fois qu'on va monter, je crois que c'est au début du mois de novembre que nous allons inaugurer ces bâtiments. Je voudrais aller avec vous pour que vous voyez que partout, nous avons respecté effectivement les textes qui ont été signés dans le cadre du respect des personnes vivant avec handicap. Ça a été fait, ça a été respecté. On a été là avec le ministre de la Communication. Il y a des rampes qui ont été prévues pour l'accès. En tout cas, l'accès est garanti pour les personnes vivant. Et un petit commentaire à ces sujets. Dans les jours qui viennent, on va commencer une campagne avec ma collègue qui se charge justement de personnes vivant avec handicap, la ministre déléguée, pour faire la campagne autour de la loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et qui a été promulguée, parce que pour le président de la République, c'est une recommandation qu'il fait partout. Il faut nous assurer que dans les infrastructures et même dans les 145 territoires, que nous veillons aux accès pour les personnes vivant avec handicap. Parce que nous sommes tous à 70%, nous courons les risques de les devenir. Et donc, le faire, c'est les faire pour nous. Et donc, c'est un sujet qui est particulièrement suivi au niveau du gouvernement. Et d'ailleurs, dans le cadre briefing que nous organiserons avec elle, vous aurez l'occasion de lui poser des questions. Elle pourra vous donner des détails spécifiques sur ce que le gouvernement fait de ce point de vue. Merci. Alors, pour ce qui concerne l'engagement que nous avions pris, et nous avons vraiment respecté cet engagement, nous avons créé dans chaque université une direction qui s'occupe des personnes vivant avec handicap. Et puis, pour ce qui concerne les handicapés, et notamment les sourds et les muets, les sensoriels comme on les appelle, nous avons exempté des frais académiques. Pour les handicapés physiques, les établissements ont posé des problèmes et ces problèmes, nous sommes en train de vouloir les régler avec Madame la ministre des Personnes vivant avec handicap, puisque les établissements ont demandé une compensation compte tenu du nombre d'étudiants qui sont dans cette catégorie-là. Je crois qu'on est en train d'étudier la question avec ma collègue pour essayer de répondre spécifiquement à cette question-là. Mais pour ce qui concerne l'accès aux bâtiments, la question a été résolue pour les nouveaux bâtiments qui sont construits. Pour ce qui concerne les handicapés sensoriels, on a réglé les problèmes puisqu'ils ne payent pas les frais académiques. Et il y a certains, lorsqu'ils viennent poser des questions spécifiques auprès du ministre, nous trouvons des réponses avec les recteurs et les DG pour les aider à faire face aux frais académiques. Alors, vous avez signé combien de diplômes? On avait parlé de 1 million de diplômes sur votre table. En tout cas, je vais vous dire que je crois que j'ai atteint mon 1 million. Hein. Mais je n'ai pas les nombres exacts. Mais si vous arrivez dans tous les établissements, vous allez trouver qu'on est en train vraiment de vider les arriérés des diplômes. Et c'est l'engagement que nous avions pris parce qu'on ne peut pas, c'est inadmissible pour les gens de se promener avec des attestations. Ce n'est que lorsqu'ils sont coincés à l'extérieur qu'on leur demande des diplômes originaux qui viennent à courant pour demander. Un étudiant, lorsqu'il sort de l'université, il doit avoir ce diplôme et nous allons nous rassurer que ça se passe de cette manière. Alors, l'élection des DG et des recteurs. Alors, il y a beaucoup de choses autour de cette question. Vous savez, quand moi j'ai pris les fonctions, je me suis dit, on va faire aboutir la réforme. Et parmi les éléments de la réforme, c'est aussi l'élection des recteurs et des DG. Alors, il se pose encore des problèmes d'ordre technique. Le premier problème d'ordre technique, c'est la définition des pairs. Il y en a qui disent que voilà, les pairs, ce sont seulement les professeurs. Il y en a qui disent, comme ailleurs, que lorsqu'on parle des pairs, ça inclut tout le personnel scientifique aussi. Et il y en a qui disent même les personnels administratifs, puisqu'à l'extérieur, même les étudiants, ils sont parmi les corps électoraux de ceux qui votent. Alors, lorsque la définition que les professeurs donnent à cette question, celle des professeurs, est retenue, il est évident que plusieurs universités ou établissements supérieurs n'ont pas de professeurs. C'est-à-dire que si vous devez élire parmi les pairs, vous allez vous retrouver avec des difficultés
avec 80% d'établissements qui sont dirigés par des professeurs ou des enseignants qui viennent d'ailleurs. Si vous voyez par exemple déjà la ville de Kinshasa, vous allez trouver que les recteurs de l'IFASI dont on vient de parler ici, ils viennent de l'UPEN. Tous ceux qui dirigent les établissements à l'intérieur du pays, ils viennent de l'INIKIN qui, à elle seule, regorge 60% des enseignants du pays. Donc, ce sont ces problèmes d'ordre structurel qui nous amènent à dire qu'il faut donner une nouvelle définition à ce qui avait été réglé dans cette loi-là. Et nous avons une commission qui travaille sur la révision de cette loi. Mais moi aussi, comme vous, je suis persuadé que nous devons impulser cette réforme pour permettre aux établissements et même de pouvoir désigner leurs responsables. Et ça, c'est vraiment très important. Moi, je tiens à ça. Je crois qu'avant de quitter, j'aurais bien clarifié, avec un arrêté, j'aurais bien clarifié cette notion de pair. Alors, Rachel me dit, est-ce que le système LMD est vraiment adapté aux réalités de notre pays? Je veux dire oui. Si la Centrafrique a réussi à intégrer le LMD, si l'Ouganda, si je parle de la Centrafrique, j'allais bien négliger, si le Cameroun, si le Gabon, si le Congo d'Afas a réussi à mettre en œuvre le LMD, pourquoi ça doit être impossible pour la RDC de pouvoir le faire? Donc, je ne crois pas à ceux qui disent que la RDC est un pays irréformable. Je sais qu'il y a des réfractaires au LMD et je les ai tous dit que le monde évolue et la RDC doit évoluer avec. Comment vous imaginez lorsqu'un étudiant quitte la RDC avec sa licence de 5 ans et qui va poursuivre ses études à l'extérieur, on lui demande de faire un master? Alors que, déjà le master, c'est la 5e année de diplôme qu'il obtient. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc nos Congolais, nous perdons 2 ans seulement pour la mobilité de nos étudiants. Nous perdons 2 ans pour rien, parce qu'on ne veut pas faire la réforme. Et je le dis à tout le monde que cette réforme, ce n'est pas la réforme de Moïse Nzangi. Depuis 2014, la loi a été votée à l'Assemblée nationale qui institue le LMD comme système de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Donc nous n'avons fait qu'appliquer cette volonté du législateur et ça nous apporte plus de bien. Alors, je sais qu'on nous avait dit qu'il y avait des préalables. Les infrastructures, je viens de vous dire ici que nous sommes en train d'y aller. La formation des enseignants. Nous avons organisé des formations, mais ce n'est pas encore suffisant. On va continuer la formation des enseignants pour que nous puissions arriver à l'application effective des CLMD. Je vous ai dit que c'est une réforme qui va nous faire 5 ans. Et dans les 5 ans, je suis persuadé, là on vient de faire 2 ans, nous allons la 3e année et nous allons faire une évaluation mi-parcours à la 3e année. Et après, on va évoluer jusqu'à la 5e année. Et je suis très sûr qu'à 5 ans, nous aurons relevé les défis qui nous sont posés aujourd'hui. La dernière question. Ouais, et ce sera aussi la conclusion, Monsieur le ministre. Ce sont les antivaleurs. Est-ce que vraiment vous avez réussi? J'avais mon fils à l'ISTA et je payais 330 $ de frais d'études pour lui, mais le syllabus me coûtait 500 $. Il dit, monsieur le ministre, depuis que vous avez supprimé le syllabus, j'ai envoyé le 2e enfant, puisque les 500 $ là que j'ai payé comme syllabus, ça scolarise le 2e enfant. Vous savez, c'est des gains que les gens ne savent pas dire, mais je peux dire que nous avons réussi à supprimer certaines pratiques qui faisaient mal. Mais on n'a pas encore tout supprimé. Et je suis conscient. Puisque tous les jours, nous recevons des rapports des gens qui sont intimidés, des gens qui falsifient des codes, des gens qui font des choses. Mais à chaque fois que nous sommes informés,
nous prenons des mesures pour pouvoir sanctionner. Et donc, si vous avez des informations, si les enseignants qui continuent à prendre l'argent de corruption aux étudiants, si des secrétaires des facultés de département qui tripotent des points pour les étudiants, veuillez nous en informer. Nous prendrons des mesures et vous savez que le changement ne vient pas comme l'éclair. Le changement, c'est un processus. Lorsque vous l'amorcez, vous devez continuer. C'est pour cette raison que nous disons, Félix Tshisekedi a mis la fondation. On va lui donner l'occasion de faire l'élévation des murs et même de mettre un peu de charpente. Il va mettre aussi des tôles. Parce qu'il faut qu'on lui accorde un deuxième mandat pour que la fondation que nous avons mise en place, nous puissions avoir l'occasion de pouvoir élever les murs et de reconstruire notre plus beau pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, merci beaucoup de la participation à cet exercice. Évidemment, nous trouverons d'autres moyens pour continuer ce travail de bilan et de redevabilité. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir participé une nouvelle fois à cet exercice de redevabilité. Nous reviendrons encore la semaine prochaine avec un autre collègue pour voir dans quelle mesure. Ce sera sûrement le vice-premier ministre des Affaires étrangères, le Tundula, pour reparler un peu de la question de la MONUSCO et d'autres sujets. L'essentiel pour nous, c'est d'être redevable et de dire à nos compatriotes ce que nous faisons au quotidien du pouvoir qu'ils nous ont donné. Et ça n'a rien des politiciens comme beaucoup veulent le faire en ce moment. Et nous espérons qu'ils quitteront la périphérie bientôt quand la campagne électorale va commencer pour aller sur des sujets de fond. J'espère qu'ils viendront remettre en cause les systèmes LMD que vous avez implémentés, Transacademia, la construction des universités. On verra ce qu'ils auront comme proposition à faire au peuple congolais. Merci et bonsoir chez vous. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. C'est vrai, tu vas